Bonjour, bonsoir. Alors, dans cette capsule, je vais corriger le problème 3 qui concerne le système pi du butadiène. Alors, ce sujet, il me tient pas mal à cœur parce que c'est un exo qui est extrêmement utile pour la suite des événements. À savoir, quand on étudiera la réaction de Diels-Saldrd, on va vraiment utiliser beaucoup le butadiène et ses orbitales moléculaires. Donc, c'est vraiment bien de faire cet exercice et de bien le comprendre et voire même d'en retenir certaines généralités, on va dire. Alors on y va, on va commencer en douceur avec H4 linéaire. Donc ça veut dire que je mets 4 hydrogènes comme ça. Alors c'est pas vraiment des liaisons, hein, ce que je mets c'est juste pour montrer qu'on va les faire interagir les uns avec les autres. Alors construire les OM de ces hydrogènes, ça va être avant tout utiliser la méthode des fragments. En se disant, ben, on a un fragment H2 ici. On prend une molécule de dihydrogène ici, on connaît les OM du dihydrogène. Et puis là, on va prendre un fragment H2 étiré, si je puis dire. Donc ça va être le même diagramme, sauf que les atomes sont très loin. D'accord? Donc je vais découper en deux fragments, et puis bon, on se rappelle évidemment, comme on maîtrise l'hydrogène, que sa configuration c'est 1s1, donc pour chaque hydrogène, je prends uniquement l'orbital 1s. Du coup, a priori, dans le cadre de la méthode CLOA, on aura 4 OA en tout, qui va donner 4 OM. D'accord? Alors je rappelle rapidement le diagramme de H2. Le diagramme de H2, on l'obtient à partir des deux orbitales 1s des hydrogènes. Alors si par exemple je prends deux hydrogènes que j'appelle A et B, ça serait 1sa, 1sb, et j'obtiens un niveau liant et un niveau anti-liant, d'accord, qu'on appelle sigma G, sigma U, et je rappelle aussi la représentation conventionnelle de ces orbitales. Sigma G, du coup, ça va être les deux orbitales qui sont de même signe, et la sigma U, il y a un changement de signe. Pour chacun de ces fragments, on aura ces deux orbitales. Du coup, maintenant, je vais faire interagir ces deux fragments. Donc là, on va faire un diagramme d'interaction entre H2 du milieu et le H2 étiré. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Par contre, bon, faut bien s'y prendre pour ne pas se planter. Donc je vais mettre à gauche, je vais mettre le fragment H2 avec les deux hydrogènes du centre. Donc je montre ici qu'il n'y a rien sur les côtés. Et de l'autre côté, je vais mettre les hydrogènes des extrémités. Et je mets des croix ici pour montrer qu'il n'y a rien à ce niveau-là. Du coup, les orbitales que je mets sur les côtés déjà, pour H2, on a vu qu'il y avait sigma G, ici, et sigma U. D'accord? De l'autre côté, c'est pareil, j'ai sigma G, sigma U, mais comme les deux hydrogènes sont très écartés, le recouvrement est faible, et donc les orbitales sont quasiment à la même énergie. D'accord? Donc ici, je vais avoir, en fait, j'aurai ça, hop. Et pour sigma U, voilà. Alors que de l'autre côté, c'est sur les extrémités qu'on n'a rien. Voilà. Une fois qu'on a posé ça, eh bien, on n'a plus qu'à identifier les bonnes interactions. Donc là, en analysant les recouvrements, je trouve assez facilement que la sigma G du fragment H2 classique du centre se recouvre avec la sigma G de H2 étiré. Et de la même manière, je vais trouver que la sigma U peut interagir avec la sigma U. On le voit en représentant les OM, tout simplement, mais je peux aussi regarder un élément de symétrie. Par exemple, si je prends le plan de symétrie qui coupe en deux la molécule, qui a un élément de symétrie commun à ces deux fragments, je vais trouver que les sigma G sont symétriques par rapport à ce plan, alors que les sigma U sont antisymétriques. Ok ? Voilà. Alors, maintenant, si je fais les interactions, du coup, j'ai sigma G et sigma G qui interagissent, qui vont faire une combinaison liante et une combinaison anti-liante. Et puis, je vais avoir la même chose pour sigma U. Voilà, et donc on obtient 4 orbitales. Alors, ces orbitales, on n'a qu'à les appeler, on ne va pas s'embêter, on va les appeler 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma et 4 sigma. Je n'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Maintenant, on va les représenter. Alors je vais essayer de tout garder ici. Donc en fait, la 1 sigma, c'est la combinaison
liante entre la sigma G de H2 du centre et celle-ci, sauf que si vous regardez bien, là il y a une subtilité, là un sigma est plus proche en énergie de la sigma G. Ok, ce qui fait que la plus forte contribution de la sigma G, j'aurais dû donner un autre nom, de celle de H2 du centre, la plus forte contribution va être sur les atomes du centre. C'est ça qui est important et qui sera important quand on fera les réactions d'Ilsalder. Donc en fait, une représentation possible, ce serait ça. Alors je vous rappelle que là, je peux tout colorier, mais en fait, je peux très bien la garder négative, hein, si je ne veux pas m'embêter à colorier tous les hydrogènes. Donc cette représentation est correcte, mais je peux aussi la mettre toute positive, ça ne change absolument rien. Ensuite, la 2 sigma. La 2 sigma, elle est obtenue, c'est la combinaison liante entre les 2 sigma U. Et elle est plus développée, c'est ça qu'il faut regarder, sur les hydrogènes des extrémités. Donc on y va, ça va me donner quelque chose comme ceci. Et donc là, je vais avoir ça. Ensuite, la 3 sigma, la 3 sigma, c'est la combinaison antiliante entre les deux orbitales sigma G. Elle est plus développée sur les extrémités. En fait, ça va donner ça. Non, pardon. Hop. Ça va donner ça. Et enfin, il reste la 4 sigma, qui est plus développée au centre et qui est la combinaison la plus antiliante de toutes, qui va donner ça. Et voilà, vous avez les orbitales de H4 linéaires. Alors avant de continuer, je vais faire quelques commentaires. Si on met les électrons, parce qu'il y a 4 électrons, ils doivent être ici. Et ce que je veux que vous regardiez dans les orbitales, c'est que, effectivement, celle qui est tout en bas, elle est liante partout, puisque quand je vais d'un atome à l'autre, le signe ne change pas. Donc elle a un caractère liant entre tous les atomes d'hydrogène. L'orbitale 4 sigma, elle est antiliante entre tous les hydrogènes. Ça aussi, on peut le noter. Par contre, pour les 2 sigma et 3 sigma, là, c'est un petit peu plus subtil. Vous voyez que la 2 sigma, par exemple, elle est liante entre les hydrogènes des extrémités, pas de changement de signe, mais entre les 2 hydrogènes du centre, elle est antiliante. Et pour celle-ci, elle va être antiliante sur les extrémités, liante au milieu. Donc vous voyez que on arrive dans un cas où quand il y a des molécules polyatomiques, et dire que c'est liant ou antiliant, on doit distinguer les différentes liaisons. Alors, maintenant, je passe à ce qui m'intéresse le plus, à savoir le butadiène. Mais en fait, le plus gros du boulot, on l'a déjà fait. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est la question numéro 2. En fait, donc, le butadiène, déjà, je vais le représenter proprement. Et on va essayer de bien comprendre ce que c'est son système pi. Alors je vais pareil glisser quelques infos complémentaires pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc en fait là, la molécule, si je place un repère, x, y, z, x, y, z, la molécule est dans le plan x, y. D'accord? Donc je peux dire que le plan x, y, je dis n'importe quoi, y, z, c'est le plan de la molécule. D'accord? Donc c'est un plan de symétrie de la molécule. Et du coup, je le rappelle parce que ça va être hyper important, les OM qui sont symétriques par rapport au plan YZ sont des OM de symétrie sigma. Les OM qui sont antisymétriques par rapport à YZ, ça va être les OM de symétrie pi. Ok, ça c'est super important. Du coup, essayons de comprendre, si j'applique la méthode CLOA, je regarde les OA de valence. Ça veut dire que pour les atomes d'hydrogène, je vais utiliser la 1s, et pour les atomes de carbone, je vais utiliser les orbitales 2s, 2px, 2py, 2pz. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les orbitales, on va faire comme ça, 1s, 2s, 2py, 2pz, elles sont symétriques par rapport à yz, donc elles vont toutes interagir pour donner des orbitales sigma. La seule 2px est antisymétrique par rapport à YZ. D'accord? Donc elle va donner des OM pi. Donc en fait, si on regarde au total, étant donné que j'ai 6 atomes d'hydrogène plus 4 atomes de carbone, le nombre d'orbitales total de valence, chaque hydrogène en donne une, chaque carbone en donne 4. Donc en fait, il y a 22 OA de valence à considérer.
Sauf que sur ces 22, en fait, bah, il y en a 4 seulement de symétrie pi. 4 qui donne 4 pi, ce sont les 2 px. Et en fait, les 18 autres vont donner 18 orbitales moléculaires de type sigma. Nous, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce problème-là, on étudie exclusivement la partie sur les OMP. D'accord ? Donc déjà, il y a ça qui n'est pas évident à comprendre, en tout cas quand on débute sur la théorie des orbitales moléculaires. Du coup, on se ramène à un problème simple, parce que regardez, ça veut dire que j'ai 4 carbones, je vais considérer uniquement leur orbital 2px, donc j'ai 4 orbitales identiques qui vont interagir, et en fait, je peux me ramener à ce qu'on a vu pour l'hydrogène, parce que finalement, pour passer de H4 linéaire au butadiène, bah, il suffit d'incliner les liaisons. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Bah, je pourrais imaginer en fait que si je veux faire C4 linéaire, avec uniquement les orbitales de px qui sont comme ça, antisymétriques par rapport au plan de la molécule, et bah, j'obtiendrai exactement les mêmes combinaisons que pour H4 linéaire. Et ensuite, j'aurais juste à rajouter le fait qu'il y a des angles de liaison, ce qui va changer un peu les recouvrements, mais c'est la seule chose qui change, d'accord ? Donc on va retrouver finalement le même diagramme. Donc là, je vais y aller directement. Ça veut dire que je vais avoir donc les orbitales, cette fois-ci, je vais les appeler, mettons, pi1, pi2, pi3 et pi4. Donc là, pour les représenter, on s'appuie sur ce qu'on avait tout à l'heure. Donc la pi1, bah, elle était toute liante et plus développée sur les atomes du centre. Ensuite, la pi2, elle était plus développée aux extrémités. Elle était liante sur les extrémités et antiliante au centre. La pi3 elle était aussi plus développée aux extrémités, mais antiliante sur les extrémités. Hop. Liante au centre. Comme ceci. Et enfin, il nous reste la pi4, qui est plus développée au centre et elle était antiliante partout. Finalement, c'est normal, hein, parce que plus on monte en énergie, plus les orbitales sont antiliantes, hein, donc tout va bien. Parce que si vous regardez bien, en fait, on va avoir, bon, pour chacune des orbitales de symétrie pi, on a le plan nodal qui est le plan de votre feuille, en fait, hein, le plan YZ. Mais ensuite, on a des plans nodaux qui apparaissent entre les atomes. Par exemple, pour la pi2, on a un plan nodal entre ces deux atomes-là. Pour la pi3, on a un plan nodal entre ces deux-là, un plan nodal entre ces deux-là. Et pour la pi4, on en a 1, 2, 3, parce qu'il y a 3 changements de signe. D'accord ? Je peux effectuer le remplissage aussi. Il y aura 4 électrons de type pi. Et là, on va pouvoir répondre à la dernière question. Donc la question 3, hop. On vous dit que le butadiène absorbe pour lambda égale 217 nanomètres via la transition de pi2 vers pi3. D'accord ? Donc il s'agit de cette transition-là, de la deuxième orbitale de symétrie pi vers la troisième. Calculer l'écart énergétique. Bon, bah ça c'est une question relativement facile, hein. On sait que l'énergie du photon va être devoir égale à l'écart énergétique entre pi2 et pi3. Donc cet écart énergétique, c'est hc sur lambda, en unité du système international. D'accord ? Numériquement, moi je vais gagner du temps en me rappelant que le delta E en électron-volt, ça va être 1240 sur la longueur d'onde en nanomètres. D'accord ? Et donc je fais l'application numérique et je vais trouver 5,7 électron-volts. Alors, comment évoluent les longueurs de liaison ? Ça, c'est une question très intéressante. Il faut regarder, alors vous n'avez pas l'indice de liaison pour la molécule, là il faut regarder pour chaque liaison. Donc on regarde pi2 et pi3. Si je fais sauter un électron de pi2 vers pi3, j'enlève un électron qui est liant sur les pardon, attendez, j'ai pas une erreur. Ouh là là, il y a une erreur ici. Pardon. Hop, parce qu'on avait dit qu'elle était liante
La deuxième, elle est liante aux extrémités. Désolé, j'ai fait une bêtise, je m'en étais pas rendu compte. Donc je reprends. La pi2, elle est liante sur les extrémités, antiliante au centre, alors que la pi3, c'est l'inverse. Antiliante aux extrémités, liante au centre. Donc quand je fais sauter un électron de pi2 vers pi3, je perds de la liaison aux extrémités en dépeuplant pi2, et en plus j'affaiblis encore plus en peuplant pi3 qui est antiliante ici. Et à l'inverse, j'enlève de l'antiliaison ici et je rajoute de la liaison ici. Donc finalement, lors d'une transition de pi2 vers pi3, on va avoir les liaisons, donc les liaisons aux extrémités qui s'allongent. Les deux liaisons aux extrémités, et la liaison centrale se raccourcit parce qu'elle devient plus forte. Alors ça, c'est des états transitoires, parce qu'en réalité, l'électron, il va très très vite retomber dans pi2, donc ça va durer, ça doit être de l'ordre de 10-9 secondes, quelque chose comme ça. C'est très court, mais va y avoir une variation des longueurs de liaison pendant ce court instant. Voilà pour cet exercice. Alors là, je suis conscient que c'était assez technique, c'est pas quelque chose de simple. Toutefois, ce sont des choses que vous devez savoir faire et qui peuvent vous être demandées. Bon courage pour vos révisions.